elle se rapprocherait davantage de ma mère, avec une obsession pour la réussite scolaire. Alors c'était des formules en kabyle qu'elle nous disait. Je veux que vous soyez des étoiles. La matinale avec Kim sur Beurre FM. C'est parti pour évidemment cette émission donc où l'on accueille Majid Cherfi qui nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour Majid. Bonjour. Bienvenue, ravi de t'accueillir sur Beurre FM. On est évidemment ensemble pour 60 minutes avec un vrai plaisir puisque l'actualité de Majid Cherfi, elle est littéraire mais elle est aussi cinématographique. On en parlera dans une seconde partie d'émission. Mais avant, la vie de ma mère. La vie de ma mère, c'est une expression évidemment que l'on entend régulièrement dans la bouche des plus jeunes, même les anciens, parce qu'on a été bercé avec cette formule qui a été reprise même par des rappeurs comme l'Algérino, Soprano, etc. C'est souvent en tout cas une expression qu'on entend. Ce livre, il est incroyable, on va en parler, on va parler d'un personnage haut en couleur qui ne mâche pas ses mots, c'est la maman dans ce livre qui est juste incroyable. Elle se prénomme Taos, elle est d'origine algérienne, de la Kabylie précisément, avec une famille un peu exceptionnelle, un papa aussi assez, on va dire, somme toute rugueux, autoritaire, c'est le moins qu'on puisse dire, un fils qui déconnecte de la daronne, et c'est vrai qu'avant de rentrer d'abord dans le vif du sujet, Majid Cherfi, c'est évidemment le prix littéraire Beurre FM, c'est aussi la politique, c'est le parolier Zebda, vraiment multicarte, Majid Cherfi. Oui, je savais pas que je le deviendrais. Ouais. Et puis finalement, en aimant toucher un petit peu à tout, comme par exemple le cinéma, au tout début, moi je m'étais préparé à des écoles de cinéma pour faire du cinéma, j'ai raté mes concours. D'accord. Et donc j'aurais pu être finalement réalisateur et je l'ai pas été. Est-ce que bon, on peut le devenir parce que dans la vie les passions généralement ne s'effacent pas, puis il n'y a pas d'âge pour commencer une activité. Tout à l'heure on avait une auditrice qui était passionnée de football, elle a 40 ans et elle avait envie de jouer à 40 ans, donc c'est exceptionnel. Donc Majid, oui, la passion en tout cas de l'art, de manière générale, c'est l'art, qu'il soit littéraire, musical ou cinématographique. Tu es un passionné finalement de la vie et du repartage de la vie à travers des supports tels que la musique, l'écriture, etc., etc. C'est exactement ça, c'est-à-dire je me suis senti comme un journaliste du quotidien, alors celui de la saga de l'immigration, parce que je suis resté passionné par l'histoire de nos parents, de l'exil, est-ce que nous-mêmes, même nés en France, est-ce qu'on n'est pas resté des exilés? Alors il y a eu la passion artistique, littéraire et musicale, et un peu sur le côté, la passion politique. Un véritable engagement et tu parles de cette immigration évidemment qui coule, on va dire, dans nos veines. Tu viens d'aborder un point, notamment celui de est-ce qu'on n'est pas resté finalement des immigrés. Nous, Français dits issus de l'immigration. Parfois, 2 générations sont passées. On nous appelle maintenant les Français de papier. Apparemment. Hein, donc, on a un nouveau qualificatif pour. Ça fait un peu moins raciste, mais c'est le même concept. Oui, c'est-à-dire que les Français nous trouvent chaque décennie un nouveau terme pour nous expliquer qu'on n'est pas tout à fait chez nous. Et là, on en est à la 3e génération. Et mes propres enfants qui ont une vingtaine d'années, il leur arrive de me dire « Mais papa, mais on est français ?» Et je suis pas sûr de leur répondre oui, parce que je me dis, faut quand même que je les mette en garde à tout moment à cause de vos prénoms, de vos noms, de la couleur de votre peau. Il y a quelqu'un qui peut sortir un truc invraisemblable. Ouais. Et préparez-vous à ça. Tu penses que ça reste d'actualité? T'as le sentiment, eu égard, on va dire, avant de rentrer vraiment dans le vif du livre, c'est l'actualité de la France aujourd'hui. Il y a le président qui s'est exprimé il y a quelques heures. T'as un sentiment qu'on est en train de reculer? Peut-être de reculer, oui. Oui, parce que je me souviens qu'il y a peut-être une quarantaine d'années, il y avait cette marche des beurs de l'égalité. La gauche arrivait au pouvoir et je me souviens avoir pensé le racisme va disparaître, on va être frères,
et blanc, beurre, black allait devenir une réalité évidente. Et 40 ans après, on a le sentiment que même nos enfants se demandent, voilà, ils ont cette idée, oui, vous êtes français, mais vous n'êtes pas chez vous. Et donc on a le sentiment de traverser l'histoire de France sans que jamais on soit tout à fait admis, et comme si la France disait, gardons quand même les ports ouverts en cas de retour, presque comme une espérance. Et si un jour les 7 millions de musulmans, pour nous être agréables, se décidaient à partir, et on se dit que on a le sentiment qu'on ne nous retiendrait pas. Ouais, on n'a pas le sentiment. Voilà. Exactement. Bon, c'est vrai qu'il y a un parallèle justement entre ton propos et ce livre, La vie de ma mère, parce que finalement le personnage principal de ce livre, la maman Taos, elle a envie de vivre sa France pleinement. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a véritablement envie finalement de mimer entre guillemets, bon je vais évoquer une scène qui est drôle dans le livre. Elle a envie de mimer, on va dire, la bonne française, et notamment Sophie Davant, où elle a envie de la copier, la belle blonde. Il y a la scène, alors c'est une scène de sous-vêtements où la maman cherche un sous-vêtement, et elle a envie, elle dit à son fils, des playtex. Exactement, elle est bien précise parce que elle a vu ça à la télé, et que pour elle c'est ce qu'il faut. Oui. Il y a rupture de, finalement. Alors, c'est pas tant qu'elle veut mimer, mais c'est ce que j'ai voulu raconter. Elle, à 70 ans passés, elle s'est sacrifiée pour ses enfants, pour son mari, ses frères, ses beaux-frères, son père, que des hommes, et elle n'a jamais pensé à elle. Et puis arrive ce moment où elle se dit, et si je pensais à moi? Et c'est l'histoire d'une femme qui a envie de penser à elle. C'est-à-dire, après avoir été qu'une mère, une femme émerge en fin de parcours. Finalement, ce livre, il est plus qu'autobiographique. C'est un roman. Pour autant, moi j'ai une question qui me taraude l'esprit, c'est quelle est la part, on va dire, de réalité de cette maman? Parce que on est tous, finalement, l'objet de ce livre, c'est la volonté et l'attachement à la famille, à la maman, aux parents, profiter des parents tant qu'ils sont vivants pour ne pas avoir de regrets, parce que malheureusement, on a souvent du mal lorsqu'on est dans ces familles-là à partager cet amour, à le dire aussi à nos anciens, et parfois ils partent et on vit sur des regrets. Moi j'ai envie de savoir, cette Taos, donc la maman de ce livre, elle est inspirée de qui? Est-ce qu'elle est inspirée d'un environnement à toi familial proche? Est-ce que c'est quelque chose une personne que tu as vue autour de toi? Parce que j'arrive pas à savoir si c'est un véritable roman, ou alors si c'est une partie de toi que tu transmets, parce que le sens de la famille, c'est une valeur qui t'est chère. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, la part réaliste, vraie, c'est le désir des femmes d'enfin vivre une vie comme elles l'entendent, et pas sous les ordres du fameux schéma patriarcal. Après, moi, ce que j'ai inventé, c'est comment cette femme avance pas à pas, commencer à se mettre du bleu aux paupières, puis le foulard, elle dit non, chut, basta, je veux que mes cheveux prennent l'air, je veux porter des pantalons, je veux aller au cinéma, j'aimerais apprendre à lire, à écrire, je passerai bien mon permis, et etc. Et alors ça, c'est la part romancée parce que je pense que nos mères qui ont aujourd'hui un certain âge, il y avait une femme planquée à l'intérieur d'elle-même. Alors tu me dis que l'on ne connaît pas. Qu'on connaît pas. Et d'ailleurs, dans le livre, son fils ne connaît finalement pas sa mère. Il s'en rapproche plutôt sur la fin. Absolument. Parce que la mère a joué une espèce de jeu du sacrifice. Je suis ta maman, je suis là pour toi, je vais te protéger, te soigner, t'éduquer. Et toutes ces mères, nos mères, ont fait ça, se sont sacrifiées en s'oubliant. Et moi, ma conviction, c'est que toutes ces mères ont rêvé d'être femmes. Et quand je dis femme, c'est « et si je pensais qu'à moi ?» Et la plupart du temps, comme ma mère par exemple, ne l'ont pas fait, tout en rêvant une idée toute bête. Maman rêvait de marcher pieds nus au bord de la mer.
elle n'a pas osé parce que, et s'il y avait un beau-frère, et s'il y avait son frère, et s'il y avait la pudeur, la peur. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a amené au bord de la mer, mais je me suis dit, mais c'est quand même bien tard pour plonger ses pieds dans le sable au bord de la mer. Donc voilà, c'est pas ma mère, c'est toutes ces femmes, ces sœurs, ces belles sœurs, qui se sont toutes sacrifiées. Et je me suis dit, je suis sûr que toutes ont dans la tête une femme qui a envie d'être libre, voilà. Ouais. Eh ben en tout cas, c'est évidemment un livre qu'on préconise à nos auditeurs de Beurre FM. Ils vont forcément se reconnaître à travers ce livre parce que ça peut être effectivement quelqu'un de leur entourage. Mais alors cette Taos, elle a un caractère bien trempé. Hein. C'est un peu le genre de maman qui lâche des gros mots à tout va. Elle est débridée, elle. Elle est vraiment débridée. Oui, c'est une femme de caractère. Alors là. Elle se rapprocherait davantage de ma mère, avec une obsession pour la réussite scolaire. Et alors c'était des formules en kabyle qu'elle nous disait. Tu peux la dire, par exemple, en kabyle. Nos auditeurs kabyles comprendront. Tu la traduiras en français après pour les autres. Voilà, que tu sois une étoile ou que tu ressembles. Je veux que vous soyez des étoiles. Et donc, elle a mobilisé une armée de gens, d'assistantes sociales, d'éducatrices, de religieuses. Et on avait dans la maison toute une familia qui venait à notre secours. Et on a vécu de soutien scolaire du lundi au dimanche. Et puis les gens nous ont dit, mais vous les chères filles, mais vous êtes mauvais en foot. Ben oui, pendant que vous jouiez, nous... Il y a un choix à faire. Et être des quartiers nord et être une bille en foot, c'est terrible. Donc avec mes frères, ça a été notre drame. Nous avions 3 jambes, si tu veux. Ouais. Alors tout en adorant le foot. Et oui, ben on a perfectionné nos imparfaits du subjonctif. C'est aujourd'hui. On parlait de la relation avec la maman. Elle est, je dirais, elle est particulière, oui et non. Elle existe dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, etc. Mais sur le continent africain, elle a une saveur peut-être un peu différente. On a un lien, on va dire, inexplicable avec la maman. Et oui. Toi, quel est le lien? Parce que tu parlais à l'instant de ta maman et on sentait tout l'amour finalement à travers tes mots, même si souvent on est bien pudique et on le dit pas. C'était quoi la relation avec la maman? C'est une relation fusionnelle dans le sens où j'attends de toi, Magid, et de tes frères que vous m'éleviez. Je veux que vous me sortiez de l'obscurité. Donc moi, c'est une bergère de la montagne kabyle qui n'a jamais appris à lire, à écrire, qui a passé 60 ans en France et je crois qu'elle n'y a jamais vécu. C'est fort ça comme mot. Et ouais, elles ne sont jamais devenues françaises. Elles sont restées des exilés et ça a été ça un peu l'effarement. Comment fait-on pour vivre 60 ans dans un pays sans jamais y être? Eh bien parce que ce pays n'a pas fait l'effort. C'était ça ma réponse. Pour vous apprendre à lire, à écrire, vous protéger, vous faire une place, etc. Et donc le lien il était fort à cause de ça. Mes enfants, oui, soulevez-moi. Et alors après l'exigence, le problème c'est que ma mère c'était mais jusqu'où maman? On a bien tenu un peu comme chez les Gaulois, la bras raccourci là, à bout de bras sur un bouclier. Et je crois qu'elle voulait être au-dessus de la Tour Eiffel, cette femme-là. C'était vraiment ça. Et sur Beurre FM, eh bien, on continue cette émission avec notre invité Magid Cherfi est présent dans les cieux de la radio. Je vous rappelle donc son tout nouveau livre est disponible, La vie de ma mère. Je voulais revenir sur évidemment ce livre et parler de Slim le fils, qui finalement, et c'est intéressant d'en parler, je pense, c'est se rend compte qu'à un moment donné, il va falloir se rapprocher de sa mère malgré une certaine forme de rupture, se rapprocher parce que on évoquait tout à l'heure ce regret pour beaucoup de gens, beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui ont pleuré leurs parents de manière générale, le papa, la maman. Les ont pleuré en ayant un regret, celui de ne pas avoir finalement fait l'effort de se rapprocher d'eux, de peut-être mieux les comprendre ou en tout cas mieux communiquer avec eux pour partager ces derniers instants finalement de vie en commun. Oui, absolument. Alors parce que le fils Slimane est déjà lui-même, il est plus qu'un cas, il est déjà lui-même en fin de parcours.
Déjà. Merci pour les quinquas. Oui. Et donc maman et sa mère est donc bien âgée et il se dit mais je voudrais faire sa connaissance. Et moi je sais d'expérience que combien de mômes n'ont connu qu'une mère, mais une femme n'est pas qu'une mère. Et donc on passe sa vie à côté de quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on croit connaître. Et ce Slimane-là, il s'est dit non, mais il y a quelqu'un d'autre derrière maman, et je voudrais qu'elle m'en dise plus sur ce qu'elle pense de nous. Et j'ai même vu des mères, moi, dire de leurs enfants, ouais, c'est pas une réussite. Et donc, ou réciproquement, par exemple. Et on joue le jeu de Amé Aziz, ou par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une terrasse de café, j'entendais des jeunes, vraisemblablement de quartier, et un qui disait, ma mère, oula, c'est une sainte. Ma mère, vraiment. L'autre qui renchérissait, moi, dès que j'ai du lové, je vais lui payer le pèlerinage à la Mecque. Et chacun disait, je dis, tiens, c'est marrant, voilà. Ces mômes regardent leur mère comme des saintes. Et moi-même, à 20 ans, je pensais que ma mère est une sainte. Évidemment, quelqu'un qui vous sert, qui passe son temps à vous servir, on se dit ça, mais on oublie que il y a quelqu'un d'autre qui se dit oui mon fils, je t'aime bien, mais je m'aimerais bien moi aussi. Ouais. Et donc voilà, c'est ce grand mystère du fils. Beaucoup de femmes dans cette situation passent à côté de leur vie finalement. Mais, elles vivent une autre vie, mais pas véritablement la leur. Elles vivent la vie, comme tu l'as dit, du service, du sacrifice à la famille. Oui, parce que c'est la culture, les traditions imposent ça. Ma propre mère, moi, alors là on est dans le vrai, me disait sois solidaire avec tes sœurs, mais sois un homme. Donc il fallait être les deux. Et on sait ce que veut dire l'un et l'autre. Et donc il y a les tiraillements de ce truc culturel qui nous entoure, des femmes tout le temps au service des hommes, et ces femmes aimeraient que les hommes soient moins goujats. Et en même temps, si c'est mes enfants, j'aimerais quand même qu'ils soient des hommes. Qu'ils soient des ragels. Voilà. C'est l'expression, des ragels. C'est vrai qu'il y a un paradoxe. Ouais. C'est souvent, il y a ce paradoxe de, comme tu disais, d'être solidaire au sein de la maison, des sœurs, et en même temps, les garçons sont les enfants rois, on va dire, et en même temps, on veut qu'ils soient solidaires, pas des haggarines avec leurs sœurs. Si on transpose un mari avec sa femme, et en même temps, il faut qu'il soit un bonhomme. Donc il y a évidemment un conflit, on va dire, d'intérêts entre guillemets au sein des familles. On va aussi parler du papa qui lui débarque à Marseille avec évidemment toutes ses certitudes de papa, de chef de famille. Et puis il y a aussi parfois une part peut-être de violence, oui. On va dire, qui est présente aussi. Oui, bien sûr. Alors, forcément une violence, parce que nos pères avaient 20 ans pendant la guerre d'Algérie. Moi, le mien avait perdu 4 frères. Donc, il avait un sacré souvenir. Et donc, il a essayé de faire basculer ça dans une espèce d'humour noir. Et je me rappelle que il me faisait asseoir près de lui, il me disait, mon fils, si tu savais, on est arrivé à Marseille, et déjà, dans le port, il y avait des milliers de gens, et on entendait des hurrahs, hurrahs. On s'est penché, on a vu des gens avec des paniers pleins de fruits, de ces fruits exotiques, bananes, ananas extraordinaires. On est descendu, ils nous ont étreints. Le long de la Canebière, tu aurais vu mais des fleurs partout, des mimosas, des hortensias. Et on entendait « Bienvenue, bienvenue !» Moi j'étais sidéré, et il me dit « Tu m'as cru, oui !» Pam, il m'a arraché la tête. Il m'a arraché la tête. Eh oui, pour t'éveiller, enfin, quand je dis pour t'éveiller, c'était pour me mettre protéger, en garde. Voilà. Oui, pour me mettre en garde. Il m'a dit mais jamais les Français ne voudront de toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Alors évidemment, c'était une infusion. On est infusé de la rancœur de nos parents parce que ils ont souffert en Algérie, puis ils ont souffert 60 ans en France.
Et les gens nous disent, mais pourquoi vous résistez là Ben parce que nos parents ne nous ont pas dit la France, oui, ben ça a été bienvenu. Non, ça a été vous venez, mais vous nous donnez votre date de départ. Ouais, c'est ça. Donc la rancœur est infusée. Et c'est ce que ne comprennent pas les Français quand ils disent, mais pourquoi vous ne devenez pas français? Ben parce qu'on veut pas blesser nos parents aussi. Majid, tu as joui de cette double culture. Tu es un citoyen français parfaitement, on va dire, inséré dans la société. On l'a dit, politique, le monde artistique. On a évoqué tout à l'heure les difficultés actuelles face à la montée, on va dire, du racisme, du rejet des uns et des autres. Tu parlais de ton papa et de cette histoire qu'il t'a racontée. Moi, je vais te poser une question. Là, maintenant, nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2024. Finalement, objectivement parlant, l'échange que tu as eu avec ton papa concernant cette arrivée au port et cette histoire qui t'a fait miroiter, dans laquelle t'es tombé les deux pieds dedans, mais je tombais dedans aussi, donc voilà. Est-ce que cet éveil, cette on va dire mise en tension pour être vigilant, elle n'était pas finalement réelle? Est-ce qu'ils n'avaient pas raison, ces anciens? Alors, et je dis ça à quelqu'un qui est très bien inséré en France. Tu es un littéraire, oui. Tu parcours la France. Tu peux pas être plus français. Exactement. Mais c'est pour cela que je te pose la question. Alors, il y a une chose, c'est que j'ai voulu me naturaliser il y a une trentaine d'années, devenir français. Et dans la même veine, mon père me dit, ne fais pas ça, mon fils. Ils ont tué 4 de mes frères. Je l'ai fait quand même. Parce que je me suis senti français et qu'après c'était qu'une histoire de papier. Et ils nous ont mis en garde et finalement on se dit ils n'avaient pas si tort dans cette idée de méfiez-vous parce que ils ne nous ont jamais accueillis pour le bonheur d'accueillir des cultures étrangères venues éclairer la mémoire française, etc. Non. En particulier l'immigration maghrébine et subsaharienne. On vous prend quelque temps et le fameux, comment dirais-je, oui, vous êtes français, mais vous n'êtes pas chez vous. Et alors ils entretiennent au fil des décennies, et c'est pour ça que les mômes qui ont 16 ans aujourd'hui se revendiquent du Sénégal. On croise des mômes, disent moi je suis malien, je suis algérien, marocain. Jamais ils se définissent en français. Maintenant, j'ai compris pourquoi. Parce qu'ils ont compris que la France ne voulait pas d'eux. Mais ils sont français. Et donc, un jour, peut-être la France réécrira un récit français en disant, voilà, il suffira pas d'être blanc pour être français. Et nous attendons ça. Magnifique, évidemment. Magnifique les propos de Majid Cherfi, en plus sur Beurre FM. Alors la portée est encore plus importante et cette radio est aussi cette radio de la France, qu'on le veuille ou non, pour certains qui aimeraient peut-être ne pas nous voir dans le paysage audiovisuel français. Nous sommes là avec cette langue de Molière, mais aussi de temps en temps des petits mots en kabyle, en arabe qui s'insèrent dans les échanges et ça fait du bien. Merci d'être avec nous, il est 9h37 mesdames et messieurs sur Beurre FM. On est très heureux de vous avoir évidemment en direct. J'espère que vous passez un bon moment. Majid Cherfi est notre invité et Majid, tout va bien nickel. Un petit qahwa, un petit thé. Bon, on a commencé par un café, mais si t'en veux un autre, je vais te le chercher de suite. Pas de souci. Allez, on continue évidemment dans cette émission parce que le temps passe vite. On arrive pratiquement au bout de l'heure déjà. Dans quelques minutes, ça avance très vite. On a encore plein de choses à découvrir. Dans ce livre, donc La vie de ma mère, qui est disponible, je le disais, il y a beaucoup de passages aussi drôles, par exemple quand la maman déforme les mots en français. Par exemple Macron, Macroute. Oui. C'est un peu ça. C'est ça, oui. Elle demande à son fils, c'est quoi Macroute? Tu veux dire Macron? Oui, c'est quoi? Alors elle veut, parce que elle a perdu 50 € de son APL, et donc elle est passionnée de politique. Ouais. Elle est passionnée de politique. Elle veut savoir. Elle est aussi convaincue qu'elle est très intelligente. Oui. Alors c'est bon, voilà, ça c'est le. C'est ça commence par moi. Ouais. Moi, je suis intelligent. Et donc il y a ce jeu de mots comme ça avec les ressemblances sonores entre mots.
Et donc, Elle m'a fait penser à ma grand-mère, la Rahma. Oui. Moi, ma grand-mère, paix à son âme, alors elle mélangeait tous les mots, elle tutoyait tout le monde. Et un jour, elle croise un policier sur un marché, elle lui dit « Allez, tu bouges d'ici », tu vois. Je dis Nana, t'as pas envie de terminer en garde à vue. Mais pour eux, c'était naturel finalement. Oui, bon, c'est drôle et en même temps, oui. c'est mignon. Oui. Ben alors c'était aussi douloureux pour elle. Moi, je me souviens que elle voulait faire la différence entre le tu et le vous. Alors là, pour expliquer, alors il y a le tutoiement qui est pas sympa, le tutoiement amical, le vous à plusieurs personnes, le vous de la police. Ouais, elle s'est noyée là-dedans. Elle a fini un tutoiement. C'était plus facile. T'as pris plaisir à faire ce roman, Magid, quand tu l'as écrit. Quelle était la motivation, on va dire première? C'est le plaisir d'écrire, c'était raconter cette histoire en particulier, c'est cet attachement à tes origines, c'est ton amour aussi pour la France. C'était quoi la source principale de motivation de ce roman? Alors la passion de l'écriture, évidemment, pour moi, c'est venu avec la littérature du 19e siècle, le grand classicisme. Donc moi, j'ai craqué là-dessus sur les Flaubert, Balzac, Hugo, Zola, et donc c'est ce qui m'a fait français d'ailleurs. C'est tout à coup on entre en passion sur la lettre classique. Et j'ai voulu m'accrocher à ça. Et après, ça a été il faut raconter l'histoire de l'immigration, nous, à travers de la musique, des romans, la peinture, etc. Parce que les Français ne le feront pas à notre place. Et déjà, nous n'existons pas dans leur récit français. Et donc, il va falloir qu'on le raconte sous peine de disparaître, comme a disparu, par exemple, la marche des Beurs. Ouais, on a fêté les 40 ans sur Beurre FM. Heureusement, on l'a rappelé à la mémoire de ceux qui l'avaient oublié. Il y a eu beaucoup d'intervenants. Une radio comme Beurre FM permet de remettre la lumière sur cette histoire qui est la nôtre, parce que les autres radios le feront pas. C'est ça. Et justement, tiens, quand on sort un roman comme celui-là, je rappelle donc d'ailleurs à nos auditeurs, allez le découvrir, La vie de ma mère. Est-ce qu'on est, quand on s'appelle Magid Cherfi, est-ce qu'on est reçu sur tous les plateaux, sur toutes les grosses émissions littéraires? Est-ce qu'on a la même place que d'autres, ou alors il faut se battre? Je dirais qu'en ce qui me concerne, je me sens plutôt bien servi. J'ai pas énormément de gros plateaux, mais j'en ai. J'ai pas tous les médias non plus, mais il y a quand même des choses. Donc, je peux dire que de ce côté-là, j'ai pas vraiment de problème. Ton écriture, elle est appréciée, respectée justement par ces gens qui te reçoivent, ou quelles sont, on va dire, les questions qui sont récurrentes et qui parfois te bouleversent ou te troublent, pas forcément en lien peut-être avec d'ailleurs le livre lui-même. Est-ce qu'il y a des choses que tu ressens quand tu échanges avec certaines personnes sur des plateaux comme ça? Alors ça dépend qui. Il y a tous ceux qui sont sensibles à cette littérature-là, qui est liée à l'exil, à l'immigration, à la question de l'identité, et donc de la fraternité, les désespérés de la fraternité, j'allais dire, qui se disent mais on a tout pour être ensemble et ça ne fonctionne pas, et quand tu le racontes, tu réouvres des fenêtres, et donc j'ai l'impression de servir un peu de ça, d'éclairer des zones d'ombre. Et mes lecteurs sont des gens qui sont gourmands de zones d'ombre éclairées. C'est un peu cette dimension d'engagement, tu l'as toujours eu, évidemment, on te connaît, enfin ceux qui suivent ton parcours savent que tu es une personne très 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 engagée et impliquée. Finalement, sous le couvert de cette littérature qui est parfois drôle, où on raconte, qui est romancée, donc c'est une histoire évidemment qu'on raconte, il y a quand même dans cette ambition de vouloir faire bouger les lignes et d'éclaircir, comme tu l'as dit, ces zones d'ombre. Il y a quand même cet engagement finalement politique, tout le temps. Oui, bien sûr. Alors après, c'est un engagement politique, je dirais humaniste pour moi, qui est plus large que les idéologies, parce qu'au fond, est-ce qu'il peut exister une société qui se définit intrinsèquement comme cosmopolite, multiculturelle? Et donc mon combat, c'est est-ce que la France va un jour ouvrir un récit la définissant comme cosmopolite,
pour faire en sorte que nous fassions nation. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, ça va tellement mal qu'on a l'impression qu'il y a un peuple blanc qui évolue d'un côté et que de l'autre côté du précipice, il y aurait les autres, les Noirs, les Arabes, les autres immigrations non européennes. Et bon, voilà, donc la passion est là de l'établissement d'une identité nouvelle, ce qu'on appelle le récit français, qui permettrait qu'on fasse ce peuple et que par exemple le kabyle soit défini comme une langue de France. Des choses comme ça qui me... Monsieur Macron, si vous nous écoutez ce matin, vous pouvez prendre conseil auprès de Majid Cherfi. Ben non, attends, moi je le dis. Si j'évoque cette phrase, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Et le couscous de ma mère. Et le couscous de ma mère. Et le couscous de ma mère est le meilleur. Ouais, c'est le meilleur? Alors maintenant je le dis plus parce que comme tous les rebeux question suggérée par Philippe Robichon, que je salue ce matin, qui m'a beaucoup aidé pour préparer cette émission. Ouais. Bonjour Philippe. Oui, c'est dans cette idée qu'on a comme tu le disais toi-même, de ce côté-là de l'Afrique ou du continent, il y a cette idée que nos mères sont des saintes. Et donc tout ce qu'elles font, elles le font mieux que les autres. Ouais, c'est les meilleures. Et voilà, et d'où cette expression, ouais, mais attends, tu rentres dans le moindre resto, t'as un mec qui dit, non, mais d'accord, mais le couscous de ma mère. C'est autre chose. C'est autre chose. Pourquoi tu n'aimes pas les cardes? La carte, eh bien je ne sais pas pourquoi, mais je déteste ça. Et depuis toujours, le couscous, je l'écarte. Et maman récupère. Ah bon? La carte, oui. Ouais. Oui. Pourquoi? C'est le goût? Je sais pas, il y a des légumes comme ça, le céleri, le navet. J'exclus tout ça, je garde que les borchiches, comme dirait maman. Moi aussi je fais tam, pois chiche, ham et la sauce. Ça suffit. C'est vrai? Ah non, je te jure. Ah, tu mets pas de la carde? Ah non, mais moi j'ai tous les légumes, je les écarte. Donc comme voilà, ça, c'est réglé. Ça fait bizarre, mais c'est voilà. Oui, je sais pas pourquoi. C'est pas la carte. Alors la carte, ouais. On continue, évidemment, parce que le temps passe très très vite. Alors, je l'ai dit, évidemment, il y a cette actualité, donc La vie de ma mère, c'est le livre. On le retrouve partout, bien entendu. Est-ce qu'on peut aussi, avant toute chose, te suivre sur les réseaux sociaux, qu'on peut partager à nos auditeurs qui aimeraient te suivre tout en actualité? Tu dois publier peut-être des vidéos, des interviews, des choses comme ça. Je publie pas beaucoup de choses. De temps à autre des textes comme ça que je trouve plutôt intéressants, alors je les partage. J'ai un site officiel, Majid Cherfi, ouais. Et donc je suis pas très pratiquant de réseaux sociaux, mais voilà, sinon je partage des petites choses comme ça. Bon, et pourtant on retrouve des interviews de toi un peu partout, je le précise, sur YouTube, oui. Sur TikTok, etc. Vous n'hésitez pas à les découvrir. Le livre, je le disais, disponible partout. On peut le commander à distance si on a envie de l'avoir sur toutes les plateformes. On le retrouve partout. Oui, absolument, oui. Important de le préciser. Là, je suis depuis une semaine sur Paris. Je l'ai vu dans toutes les petites librairies. Ouais, les bonnes vraies libraies. Voilà, donc je me dis, s'il est dans les petites librairies, c'est que c'est bien, voilà, la distribution. D'ailleurs, hier soir, tu étais justement en librairie, puisque j'étais, que je me rappelle. Parce qu'il y a Samia Messaoudi que tu as dû croiser. Voilà, oui, c'est ça. Oui. C'est notre ami Hafid. Exactement. Et on va continuer donc dans ton actualité. Il nous reste vraiment très peu de temps. On va parler d'un film qui arrive bientôt. Ma part de Gaulois, ouais. Extrait d'un film finalement adapté au cinéma, adapté de mon bouquin exactement, Ma part de Gaulois, exactement, qui est toujours lui aussi évidemment disponible. Alors tu en as fait la musique. Moi j'ai eu la chance hier soir de voir le film. Je le dis, les auditeurs me connaissent très bien, j'aime pas, je dis les choses. J'ai véritablement apprécié ce film parce que quand on est issu de l'immigration, quand on a vécu dans un quartier, même si on n'est pas d'origine étrangère, etc., on se sent concerné par ce film. Et je vais pas spoiler évidemment le film, mais il y a de véritablement super moments. Et il y a aussi cet axe de la maman qui protège ses enfants, qui veut la réussite. On parlait de par rapport à notre échange tout à l'heure, on reconnaît pleinement ton vécu, où elle a envie que son fils réussisse ses études. Alors est-ce qu'il réussira ou pas, on verra. Il faudra voir le film
film pour évidemment découvrir l'issue de cette histoire. Mais là aussi, tu as eu plaisir à faire la part musique, parce que l'on va parler un peu musique, l'habillage musical de ce film. Oui, donc oui, je me suis régalé parce que on n'a pas tous les jours l'opportunité de composer pour le cinéma ou pour l'image. Donc je me suis régalé et j'y ai fourni de la matière avec gourmandise. Et Malik a fait son choix de Malik Chabel, donc le réalisateur. Malik Chiban, le réalisateur. Donc je me suis, voilà, c'était un vrai plaisir. Et sinon, quant au film, il l'a porté lui-même. Malik, il a peut-être mis l'accent sur les parents par rapport. Alors c'est de libre adaptation. Le bouquin, il était plus axé sur le héros et ses copains D'accord. Ils construisent un groupe de rock. Ouais. Là, l'accent est davantage mis sur les parents. Et voilà, c'est un très joli film. Vraiment un beau film où ça parle en français, un peu en arabe. Finalement, oui. on se reconnaît. C'est la vie du quartier, de la cité, avec tous les codes de la famille en cité, le partage de l'espace dans l'appartement, les relations avec les copains, ceux qui réussissent, ceux qui réussissent pas, ceux qui ont des parcours, on va dire, un peu plus difficiles que d'autres. Là aussi, tu es heureux de voir comme ça qu'un tel livre soit adapté au cinéma. C'est une fierté. Qu'est-ce que ça représente symboliquement par rapport à ton vécu finalement, au-delà de l'ego trip où on kiffe voir qu'on a réussi quelque chose. Il y a une autre portée, j'imagine. J'ai un sentiment de plaisir. D'une part parce que je suis amoureux du cinéma, je suis un peu cinéphile. Donc quand il y a eu cette idée d'une adaptation en ciné, voilà, c'est un sentiment de plaisir. Et après, je m'attendais à ce que l'adaptation ce soit pas tout à fait le livre, et il suffit de s'y attendre, de le savoir. Et donc ça reste un plaisir. Voilà, avec la vision du réalisateur. Eh bien, Beurre FM est partenaire évidemment de cette sortie qui arrive dans quelques jours. On aura vraiment l'occasion d'en parler très très fort ici à la radio. On arrive à la fin de cette émission. D'abord, mille merci d'être venu. Tu as les salutations de toute l'équipe de Beurre FM, dont merci. La direction, Madame Jima Ketan, qui t'envoie ses salutations. Jima, je t'embrasse. Elle n'a pas pu être là, présente sur le plateau, mais elle te salue très chaleureusement. Tu es ici évidemment chez toi. J'espère qu'on aura plaisir à te recevoir prochainement. Moi, c'est un plaisir de t'avoir reçu. Merci à Philippe de m'avoir fait la passe, parce que voilà, on a l'occasion de se rencontrer sur ce plateau, et on n'aurait peut-être pas eu l'occasion si Philippe n'avait pas envoyé la petite passe, comme on dit. Et évidemment, tu seras de retour sur Beurre FM dès que tu en auras envie, bien reçu par toute l'équipe de la radio. Je te laisse le mot de la fin à nos auditeurs de la radio. Oui, je me suis fait un petit plaisir. T'as le droit, c'est voilà. Total kiff. C'est un petit poème sur l'exil. Et ben voilà, en direct sur Beurre FM. Merci Majid d'être venu à la rencontre des auditeurs de Beurre FM. Ça a été un réel plaisir.